Bonsoir à tous. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accorder cet entretien à Mayotte la première. C'est votre 4e déplacement officiel à Mayotte, Mayotte où les crises persistent. Cette fois, vous arrivez avec 4 parlementaires. Quelle est vraiment la raison de votre venue cette fois-ci ? Alors, je suis effectivement accompagnée de 3 députés et puis il y a également 2 sénateurs qui étaient présents sur l'île et à qui j'ai proposé de se joindre à nos réunions. Ce déplacement, pour moi, il a d'abord un premier objectif, c'est de confirmer aux élus mahorais et plus largement aux Mahorais et aux Mahoraises la tenue de nos engagements. Nous avions, et votre reportage le disait en amont de notre interview, nous avons pris l'engagement de présenter 2 projets de loi. Un projet de loi constitutionnel qui vise à abroger le droit du sol à Mayotte, un projet de loi Mayotte qui vise 4 objectifs, la sécurité, l'immigration, le développement économique et social, et puis des mesures institutionnelles pour mieux faire fonctionner le département et lui donner peut-être un statut régional. Ces 2 projets de loi, nous avions pris l'engagement de les présenter le 22 mai. Ils seront présentés le 17 mai par le président de la République, directement auprès des élus de Mayotte, du président du conseil départemental, des maires et des parlementaires mahorais qui seront invités à une réunion le 17 mai à l'Élysée afin que ces projets de loi leur soient présentés. Et quelle est la place de la concertation lorsque le président de la République reçoit les élus de Mayotte? Est-ce que la place de la concertation est... Tout à fait, vous avez parfaitement raison de citer ce point parce qu'il est pour nous crucial. Il a fallu qu'on trouve un contrat gagnant-gagnant qui nous permette à la fois de permettre la concertation des élus, que les élus puissent rendre un avis sur ce projet de loi. Ce sera le cas par le biais du conseil départemental qui sera saisi officiellement. Ce sera aussi le cas par ce dialogue que le président veut instituer avec les parlementaires, les maires et le président du département le 17 mai. Et cela permettra de remplir un deuxième objectif qui était celui de ne pas reporter à des calendes grecques le dépôt de ces projets de loi, mais de permettre le dépôt des projets de loi en juillet, de façon à ce qu'ils puissent être examinés à la reprise des travaux parlementaires à l'automne. Mais quel message réel veut lancer le président de la République aux élus de Mayotte ce 17 mai ? Ce qu'il veut lancer comme message aux Mahorais et aux Mahoraises, le président de la République, c'est qu'il a les 2 yeux braqués sur Mayotte, qu'il est avec les Mahoraises et les Mahorais pour les aider à faire face aux différentes difficultés qui sont les leurs, encore une fois des difficultés de sécurité, des difficultés d'immigration, mais aussi pour avoir une discussion sur l'avenir du territoire et ses atouts. Donc ce sera une présentation aux élus de Mayotte. Tout à fait. Ensuite viendra la concertation. Pendant 1 mois, ensuite, le conseil départemental, et c'est maintenant au président du conseil départemental de préciser auprès de ses élus la façon dont il souhaite organiser ensuite sa consultation. Pendant 1 mois, les élus du département pourront échanger avec le gouvernement et devront rendre leur avis pour le 22 juin, de façon à tenir le calendrier que je vous ai indiqué. Alors, je le disais tout à l'heure, vous arrivez avec des parlementaires. Êtes-vous en train de chercher des alliés? Essayez-vous de convaincre ces parlementaires pour soutenir, pour voter ces 2 lois pour Mayotte? C'est tout à fait ça. Je m'étais engagée lors des déplacements précédents à être accompagnée de parlementaires pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes, de la réalité du quotidien des Mahoraises et des Mahorais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les heures et les journées où ils seront ici avec nous à Mayotte? Ils vont d'abord rencontrer les parlementaires, le président de département, le président des maires, vous l'avez dit, on était avec eux il y a encore quelques instants. On va faire beaucoup de visites de terrain, on va aller à l'état civil, on va aller à la maternité, on va faire ce soir une opération de police, on va aller aussi constater les moyens de lutte contre l'immigration clandestine. Bref, je veux que les parlementaires puissent accéder à la réalité de Mayotte et qu'ils réalisent à la fois la difficulté du contrôle de l'immigration, la difficulté sécuritaire et la difficulté des services publics dans un fonctionnement où ils sont à ce point sollicités. Avant d'en venir à la sécurité, Madame la Ministre, dans les sondages concernant les élections européennes, c'est le Rassemblement national qui creuse l'écart. Marine Le Pen suscite toujours l'engouement à chacun de ses déplacements en Mayotte. On l'a vu encore il y a 2 semaines. Est-ce qu'elle fait peur au parti présidentiel aujourd'hui? Moi, je pense qu'elle devrait surtout faire peur aux Mahorais. En fait, il y a une forme de schizophrénie de la part de Mayotte à soutenir Marine Le Pen. Je le dis, Marine Le Pen ne propose rien
qui va permettre d'aider Mayotte. Alors je comprends parce que les Mahorais estiment que le bilan d'Emmanuel Macron n'a pas justement su répondre suffisamment aux attentes de la population mahoraise. Je ne suis pas là pour expliquer les raisons du vote. Ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen, elle vient ici. Pourquoi ? Parce que le quotidien des gens est difficile et qu'elle a fait du fait de capitaliser sur la misère des gens son fonds de commerce. Voilà pourquoi elle est ici. Que propose-t-elle qui va aider les Mahorais ? Rien. Elle est alliée avec un parti qui, l'AfD en Allemagne, qui dénonce, qui demande à la France de restituer Mayotte aux Comores. C'est le Rassemblement national aussi qui a proposé, qui a mis un Mahorais dans leur liste, même si ça a été assez éphémère. Oui, ça a été assez éphémère, ça a duré 48 heures. Et aujourd'hui, elle aurait pu prendre un autre candidat Mahorais, Marine Le Pen, mais elle n'en a pas pris d'autres. Parce que Renaissance aussi, ils songent à mettre un Mahorais dans l'une de leurs... Renaissance, ce sera à Valérie Hayé de dire. Moi, je souhaite en tout cas que des candidats ultramarins soient présents sur la liste de Renaissance. Très clairement. Mais moi, je ne fais pas de promesses en l'air. Je ne dis pas que je prends un candidat de Mayotte, puis ensuite, parce que je n'ai pas réalisé et fait suffisamment attention à ce qu'il disait, à son profil, pour ensuite le retirer. Moi, je ne suis pas alliée avec un parti qui conteste le fait que Mayotte soit française. Madame la ministre, vous arrivez au moment où le choléra gagne du terrain dans l'île. Pour Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé et à la Prévention, tout est sous contrôle. Peut-on, Madame la ministre, éviter une épidémie de choléra à Mayotte ? Écoutez, nous, ce que je peux dire, c'est que depuis le début des cas de choléra, les services de l'État sont extrêmement concentrés tous les jours pour voir l'évolution de l'épidémie. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quand on voit un malade, quand on le diagnostique, il est isolé, pris en charge, placé sous antibiotiques, et les cas de son entourage sont eux-mêmes identifiés pour pouvoir être testés. On a aujourd'hui, au total, depuis le début de la crise épidémique de choléra dans la zone, on a 38 cas qui ont été identifiés, pris en charge, et qui sont, certains ont été soignés, d'autres sont en train de l'être. Il y a 15 unités de lits qui avaient été ouvertes, il y en a maintenant 20 autres lits qui vont être ouverts, et un centre de dépistage a ouvert à Kongou récemment, avec l'arrivée de 19 réservistes hier, qui viennent en renfort pour justement permettre de dépister, de vacciner. Et puis enfin... Je reviens à ma question, justement, est-ce qu'on peut éviter cette épidémie ? Parce que pour le moment, on voit quand même que les entrées illégales continuent. Et d'ailleurs, les tout premiers cas de malades du choléra venaient des Comores et de l'Afrique. Alors, il y a des cas qui sont arrivés, effectivement, mais il y a aussi des cas qui sont endogènes, qui sont liés à la situation locale, sans qu'on ait la preuve qu'ils soient liés à un mouvement migratoire. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Mais les tout premiers cas venaient de la région, justement. Oui, il y a des cas qui sont venus effectivement de pays étrangers et d'autres où c'est endogène, c'est lié à la situation locale, c'est lié à l'insalubrité de l'eau, c'est lié au peu de respect des gestes sanitaires. Donc nous, là-dessus, il faut qu'on soit tous extrêmement mobilisés. Il faut que les habitants de l'île de Mayotte fassent attention à l'eau qu'ils boivent, qu'ils se lavent les mains, que des stocks d'eau puissent être distribués à la population, que nos cas soient bien isolés, les cas de malades soient bien isolés, diagnostiqués. Et puis ensuite, moi je salue l'engagement de Frédéric Valletoux. Il a engagé des réservistes qui sont arrivés hier, 19. Il vient dès la semaine prochaine pour prendre le problème à bas-le-corps. Et je pense que c'est aussi important que le ministre de la Santé vienne à Mayotte pour se charger de l'épidémie de choléra. Donc je le disais, Madame la Ministre, il y a encore toujours ces entrées illégales, ces afflux massifs d'étrangers qui arrivent clandestinement à Mayotte. Dans quel délai peut-on espérer la mise en place de ce rideau de fer que vous avez déjà annoncé il y a quelques mois ? En fait, on a aujourd'hui une opération de police qui mobilise 1700 gendarmes et policiers jusqu'à fin juin. C'est l'opération Place Nette. À cette opération Place Nette s'ajoutent des forces militaires, 30 militaires qui travaillent donc sur terre, sur les points d'accostage et qui font de la surveillance des côtes sur l'ensemble de la période que je viens de vous citer. À cela s'ajoutent des moyens maritimes. Vous avez à la fois un bâtiment hauturier, c'est-à-dire un gros bâtiment militaire naval. Donc le rideau de fer est déjà en place. Il est déjà en place. Il est placé dans le canal du Mozambique et fait en sorte d'empêcher l'arrivée
quand il est placé, de mouvements migratoires qui viendraient d'Afrique. Et puis, à ça se complètent des moyens militaires maritimes de plus petite portée, qui sont en fait des vedettes de la gendarmerie maritime, qui viennent compléter les propres vedettes de la gendarmerie, avec donc un jeu entre gendarmerie et militaire, pour justement mieux intercepter les kwassa-kwassa. Et puis enfin, il y a un avion militaire qui vient compléter les moyens d'aviation civile, qui survole dès qu'il le peut la zone au-dessus des côtes où on constate des mouvements migratoires. Justement, donc, parlons de cette opération Place Nette. Est-elle toujours en cours, Madame la Ministre? Parce que sur le terrain, on a vu effectivement des démolitions d'habitats illégaux, une seule opération de démolition d'habitats illégaux, mais concrètement sur le terrain, on se demande si cette opération, elle est encore là. Oui, elle a eu lieu, vous l'avez dit, à Doujani, avec 250 bangas qui ont été détruits. Il y aura, à la fin de l'opération, 1350 bangas détruits. C'est l'objectif que l'on se fixe, et je vous confirme que cet objectif, il est confirmé. Par ailleurs, l'opération Place Nette, elle vise aussi à interpeller des délinquants, des fauteurs de troubles et des chefs de bande. On a cerné 60 profils particulièrement dangereux, particulièrement à la hauteur de trafic qu'on souhaite arrêter. Sur ces 60 chefs de délinquance, cette tête de réseau, on en a 22 qui sont d'ores et déjà interpellés, plus du tiers. Interpellés, mais est-ce qu'ils sont incarcérés au moment où l'on parle, interpellés et en placement judiciaire de façon à ce qu'ils puissent être condamnés et ensuite incarcérés. Nous avons également 170 interpellations. Les 22 sont dans ces 170, mais on a 170 interpellations de délinquants qui ont été effectuées. Et puis enfin, évidemment, on a aussi reconduit des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d'origine. 750 reconduites à l'heure où je vous parle et 5 passeurs arrêtés. Madame la Ministre, pendant l'opération Place Nette, 2 personnes ont été tuées, l'une par arme blanche, l'autre par balle. Au moment où l'on parle, Madame la Ministre, de plus en plus de Mahorais se procurent des armes pour se protéger face à des individus également armés, des armes qui rentrent souvent illégalement à Mayotte. Comment éviter l'enrayement sur le territoire? Vous avez raison de poser cette question. C'est évidemment une situation extrêmement préoccupante. Moi, j'aimerais d'abord adresser un message de soutien à ceux qui sont victimes de ce type d'agression. Dans le cadre des opérations Place Nette, nous avons saisi 60 armes blanches. Donc nous voyons bien à quel point ça c'est décisif. Nous avons aussi produit, vous le savez, un arrêté qui permet là aussi d'avoir une interdiction de vente de machettes à ceux qui voudraient se les procurer. Il y a évidemment un enjeu de sécurité majeur, et c'est pour ça que sur l'ensemble des jours qui vont s'écouler d'ici le 11 juin, nous avons la mobilisation de 1700 policiers et gendarmes pendant 11 semaines qui vont aller chercher les voyous, les armes, là où elles se trouvent. Merci, Madame la Ministre, de nous avoir accordé cet entretien, et merci à vous de votre attention. Merci à vous.